Lacan, nous et le réel, 107e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Nous sommes arrivés à une sorte de carrefour où plusieurs notions mises en place par Freud et Lacan, bien sûr, puisque c'est ce qui nous concerne le plus directement, c'est la psychanalyse elle-même, mais aussi des notions qui ont été patiemment élaborées par d'autres, et notamment par l'idéalisme allemand, bien sûr, c'est-à-dire Kant et surtout Hegel. Et ce séminaire part d'une réflexion que j'ai entendue il y a longtemps, il y a peut-être 20 ans au minimum, de mon ami, le médecin René Gandolfi, qui posait lui-même la question lors d'un stage qu'il faisait, un séminaire aussi sur la médecine. Et il disait: y a-t-il un au-delà de la dialectique maître-esclave? Alors, nous avons déjà vu au cours des premiers séminaires la dette de Lacan vis-à-vis de Hegel, qui passe notamment par l'enseignement de Koyev et la phénoménologie de l'esprit. Et nous savons aussi donc qu'il y a cette manière très précise dans la phénoménologie de l'esprit où Hegel va essayer d'épuiser tout le contenu des illusions humaines pour arriver à ce qu'il appelle le savoir absolu, c'est-à-dire une sorte de coïncidence entre ce que peut penser un être humain et le Begriff. Je vous rappelle que Begriff, c'est vraiment le terme très parlant allemand, de la langue allemande, qui permet d'entendre que pour un Allemand, disons pour un natif de la langue allemande, c'est pas pour rien non plus que l'inconscient commence à parler allemand avec Freud. Ça commence par là, hein. L'inconscient parle allemand. L'inconscient, Freud le découvre parce que c'est, bien sûr, à partir de la structure de la langue allemande, pas seulement, parce que Freud est aussi, dans son origine, l'acmé, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de ce peuple de lecteurs qu'étaient plutôt, puisqu'aujourd'hui il y a une très grande déperdition, hein, puisque ceux qui représentent ce peuple-là aujourd'hui, disons le plus médiatiquement, sont peut-être les moins lettrés. Enfin, ils sont pas peut-être, sont les moins lettrés. Ils n'ont plus aucun rapport à la lettre, alors que Freud représente, lui, l'extraction de la lettre juive et la porte à son acmé. Et la conjonction entre cet apprentissage progressif de la lecture qui, comme on le sait depuis Goethe, en tout cas, je vous rappelle la phrase de Goethe, hein, apprendre à lire, c'est pas si facile qu'on le croit. J'ai passé à cela plus de 85 ans de ma vie, je ne suis pas sûr d'y être arrivé. C'est Goethe qui dit ça quand même, c'est-à-dire peut-être le poète majeur de la langue allemande. En tout cas, si vous ouvrez un dictionnaire des citations en Allemagne, vous verrez qu'il occupe au moins un bon quart des citations, c'est pas rien. Surtout dans la langue qui a produit aussi bien la pensée, jusqu'à l'idéalisme allemand, mais Nietzsche aussi, et puis la musique, comme on le sait, qui est très proche de la pensée dans sa structure. Donc, là, il y a quelque chose qui nous interroge entre, d'une part, l'absolue pertinence de Hegel, et puis ce que lui doit Lacan. Et Lacan le dit lui-même, il dit « Chacun sait que peut-être il n'y a personne autant que moi qui ait su rendre hommage à la phénoménologie de l'esprit de Hegel. » Et malgré tout, donc, la question se pose.
quel rapport ou quelle différence y a-t-il entre le désir tel que l'entend Hegel, à la suite bien sûr de Spinoza, parce que Hegel disait aussi que chaque penseur, chaque philosophe digne de son nom a au moins deux systèmes de pensée en lui, le sien et celui de Spinoza. Et Spinoza est à l'origine bien sûr du désir comme essence de l'homme. Donc, le désir est au cœur même de la phénoménologie de l'esprit, puisqu'il s'agit d'épuiser quelque chose à partir de cette essence-là, et notamment dans la dialectique du maître et de l'esclave, qui, je vous rappelle, s'appelle chez Hegel d'un mot très parlant, la lutte à mort de pur prestige. C'est quand même pas rien, hein. Eh bien, le désir chez Hegel, bien qu'il soit à l'origine même de la possibilité pour Lacan de poursuivre l'œuvre de Freud et de l'amener là où il l'a amené, c'est-à-dire un pas plus loin que Freud, tout en restant fidèle à l'esprit de Freud et en connaissant parfaitement bien la lettre de Freud, c'est-à-dire le texte lui-même sur lequel il revient jusqu'à citer plusieurs fois la Ich-Spaltung comme dernier texte de Freud, celui où le stylo lui tombe des mains, comme il dit. Donc Ich-Spaltung, je vous rappelle que ça veut dire le clivage du jeu, la séparation du jeu, c'est-à-dire que nous sommes des sujets divisés, hein. Petite anecdote, parce qu'il faut bien se moquer un peu, hein, nous faisons toujours ça, vous savez, ça permet de détendre l'atmosphère, mais un qui n'a jamais rien compris à Hegel, qui est Jacques-Alain Miller, ni à Lacan bien sûr, puisque comment pourrait-il comprendre Lacan, puisqu'il ne fait que l'imiter sans faire ce qu'il fait, ce qui est le contraire, hein. Lacan disait « faites comme moi, mais ne m'imitez pas ». Donc il l'imite, et donc il convoque à sa suite des imitateurs. Et parmi ces imitateurs, il y a une imitatrice qui mériterait d'ailleurs de passer dans les programmes comiques, qui s'appelle Marie-Hélène Brousse. Et Marie-Hélène Brousse était à Bastia, là, il y a quelques années. Je connais bien la ville, pour être ma ville de naissance, et elle a déclaré à un public de pseudo-psychanalystes, comme il y en a partout maintenant, à la fin de l'analyse, je ne suis plus un sujet divisé. Ce qui est absurde et aberrant, mais aujourd'hui, vous savez, ils sont allés beaucoup plus loin dans la connerie, puisqu'ils ont adoubé les gender studies, ils se sont déclarés féministes, ils sont tous plongés dans la psyop Covid, donc d'une certaine manière, de psychanalyse institutionnelle, il n'y en a plus, c'est très clair, hein, il n'y a plus rien de tout ça. Alors comment renouer avec ça? Eh bien tout simplement en revenant au texte, c'est un peu ce qu'a fait Luther lui-même à un moment quand l'Église s'est perdue dans son système d'indulgence et de virage social. Il est revenu au texte, il a dit, bon, revenons très sérieusement au texte. Donc nous revenons au texte, là, et notamment, donc, avec cette différence, cet écart qu'il y a entre le désir chez Hegel, qui est un désir de reconnaissance. Alors, ça va nous permettre de déplier quelque chose qui est consécutif à tous ces derniers séminaires sur l'identification. Je vous rappelle que l'identification, c'est quand même à partir de là que l'on peut réellement parler de psychanalyse. Et l'identification, elle est très souvent méconnue et incomprise parce que nous nous arrêtons à l'identification A. Donc, ce qui s'appelle en psychanalyse le moi idéal, c'est-à-dire vouloir ressembler à quelqu'un. Et donc cette identification du moi idéal n'est pas celle de l'idéal du moi. Le moi idéal, c'est imaginaire, c'est une identification A, c'est le petit garçon qui veut ressembler au footballeur ou au guitariste ou au chanteur de je sais pas qui, ou la petite fille qui veut ressembler à telle actrice. C'est une identification A, c'est basique, c'est vouloir être comme. Mais la véritable identification, elle commence avec le symbolique. Et là, nous revenons, bien sûr, à ce que je vous ai annoncé il y a 3 ou 4 séminaires, je ne sais plus, à cette notion de trait unaire, Einigkeitszug, que Freud
a découvert d'une certaine manière qui est différente de celle qu'a développée Lacan. Einziger Zug chez Freud, c'est le trait par lequel, par exemple, une petite fille va s'identifier à quelque chose de son père. Par exemple, sa toux. C'est remarqué dans la clinique par Freud, une petite fille qui tousse exactement de la même manière que son père. Donc, lui, il prend un trait comme ça. Vous savez ce qu'en fait Lacan, il vous suffit de revenir quelques séminaires en arrière. Lui, il va considérer que le trait unaire, c'est la première manière du sujet de se mettre en scène à son insu, donc l'inconscient lui-même, puisque vous savez que l'inconscient, c'est ce savoir insu de lui-même, par une encoche faite aux Magdaléniens, c'est-à-dire à l'époque néolithique, par le chasseur sur une côte d'antilope, par laquelle, encoche, il va essayer à la fois de comparer et de différencier les différentes chasses ou scènes de chasse auxquelles il a participé pour essayer de comprendre ce qu'il a fait. Et ce faisant, donc je vous rappelle qu'il fait le tour de quelque chose et il ne compte pas ce tour-là. Évidemment, c'est le tour qui compte, c'est le tour du sujet. Et ce tour-là, ce cercle vide, on l'a déjà vu, donc c'est ce qui finalement est le cercle du désir et c'est l'objet petit a lui-même. Donc c'est là où ça va devenir à la fois un peu complexe, mais aujourd'hui nous avons les moyens d'éclairer cette complexité. Parce que si pour Hegel, le désir de reconnaissance entre en dialectique avec la reconnaissance du désir, c'est que dans la langue allemande, justement, alors je ne sais pas, c'est une hypothèse que je fais, mais je n'en sais rien. Parce que la langue allemande est tellement riche, subtile et articulable de telle manière qu'elle permet des systèmes de pensée aussi évolués que la possibilité pour Freud de découvrir l'inconscient à travers cette langue-là. Donc j'imagine que, après Descartes et son cogito ergo sum, je pense donc je suis, il y a quelque chose dans la langue allemande qui est de l'ordre de la contingence. Cette contingence-là, c'est celle qu'on va retrouver dans l'Aufhebung, le verbe aufheben, qui permet à la fois de nier, de conserver et d'élever. C'est comme ça que procède Hegel dans la phénoménologie de l'esprit et qui procède dans l'ensemble de sa pensée qui lui permet de renouer avec cette notion de dialectique qui a été oubliée depuis Platon et qu'il remet à l'ordre du jour, et de quelle manière. Mais comme il y a une contingence particulière, je ne sais pas si c'est la manière dont la langue allemande a été véhiculée à un moment entre Descartes et par exemple Kant, où avoir conscience de quelque chose en allemand, c'est toujours déjà, ça c'est une formule hegelienne, avoir conscience de soi ayant conscience de quelque chose. On ne peut pas avoir conscience de quelque chose si on n'a pas conscience de soi-même ayant conscience de quelque chose. Ça s'appelle Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, selbst, c'est comme self en anglais, ça veut dire soi-même. Bewusst, c'est le participe passé de wissen, de savoir, et Stein, c'est le suffixe. Et donc, dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, la reconnaissance qui est à l'œuvre entre... On va pas encore parler de sujet, là, on va parler d'un être humain avec un autre être humain. Ça va être que chaque être humain va chercher la reconnaissance d'un autre être humain. C'est tout à fait recevable et entendable, parce qu'on conçoit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et on va voir comment ça se passe dans la psychanalyse, et quelle est l'erreur qui est faite couramment dans cette approche-là, disons, des gens qui croient y connaître quelque chose en psychanalyse, mais en fait, ils ne font qu'appliquer leur grille universitaire stupide, hypothético-déductive, et ils répètent les choses qu'ils ont entendues, mais ils n'en font pas l'expérience, ni sur eux-mêmes, ni dans la clinique, donc ça ne vaut rien.
Parce que pour arriver à saisir quelque chose, il s'agit de s'y mettre soi-même. C'est impossible. Le selbst de soi-même, ça ne veut pas dire n'importe quoi quand même. C'est-à-dire que si vous ne l'éprouvez pas sur vous-même, dans vous-même, c'est juste que vous êtes dans un discours universitaire. C'est-à-dire vous pensez pour les autres, vous pensez pour le on, vous mettez à votre balcon et puis vous dites voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, il y a le monde. Voilà. Alors cette notion de monde, justement, qui m'avait fait réagir il y a longtemps, notamment quand Lévi-Strauss avait dit quelque chose concernant le monde, je ne sais plus exactement quoi, mais que le monde disparaîtra ou je ne sais quoi. Et en fait, quelque chose m'avait choqué là-dedans parce que justement, il n'y a monde que si quelqu'un est capable de le nommer monde. Sinon, ce n'est pas un monde. Donc, il y a quelque chose qui est lié à la parole elle-même et que n'est pas prise en compte par Lévi-Strauss. Alors ça pose un problème à Lacan, parce que Lacan aime beaucoup Lévi-Strauss. Il considère qu'il lui doit beaucoup dans son approche structurale, justement, des populations, où il découvre de manière très différente, mais la façon dont le langage va structurer les relations et pourquoi il y a une exogamie, pourquoi telle ou telle tribu se comporte comme ça, pourquoi par exemple quelqu'un qui est frappé d'infamie, son nom même va disparaître du lexique. Donc ces rapports-là, dont la première approche qui frappe Lacan s'établit dans la pensée sauvage de Lévi-Strauss, et il fait un comparatif qui paraît aujourd'hui extrêmement audacieux, mais ça c'est du Lacan tout pur, quoi. C'est du Lacan craché. Lui, il sait lire, c'est-à-dire qu'il s'applique à lire et il sait lire. Et il dit, la pensée sauvage et Sein und Zeit, c'est-à-dire être et temps de Heidegger, c'est la même chose. Tout universitaire, les bras lui en tomberaient, parce que ça a l'air d'avoir rien à voir ensemble, mais c'est vrai. Et il dit d'ailleurs, s'il y a un livre vraiment très facile à lire, c'est vraiment un régal, c'est Sein und Zeit de Heidegger. C'est vraiment très facile, quoi. Et si vous lisez les deux livres avec cette approche lacanienne, vous allez voir qu'il a intégralement raison. Et que l'impasse des deux, en quelque sorte, c'est justement cette Selbstbewusstsein qui est inhérente au système même de conscience et de monde. Puisque, au fond, le désir chez Hegel, avant d'aborder, disons, entre nous, ce problème de la reconnaissance du désir, désir de reconnaissance, d'être humain à être humain, vise quelque chose qui serait son objet. Et son objet, ça serait ce savoir absolu, cette coïncidence réussie entre le système de pensée de l'être humain et puis le begriff, le concept pur. Donc il y a quelque chose qui s'affinerait, qui irait vers un but. Là, nous savons par le biais par lequel nous sommes arrivés la dernière fois au désir, c'est-à-dire par l'objet, parce que je vous rappelle que le cercle vide dans lequel le sujet oublie de se compter, puisqu'il a fait le tour du cercle, mais il se méprend, il se trompe sur son compte, puisque c'est plus 1 ou moins 1, on l'a vu, donc le sujet passe du côté du moins 1, comme dans le discours universitaire, c'est bon pour tout le monde, sauf pour moi, puisque moi je ne veux pas l'expérimenter sur moi. Les types dans le discours universitaire, ils vont vous dire qu'ils savent tout sur la corrida, mais celui qui sait tout sur la corrida, il ne descend pas dans l'arène, se mesurer au taureau. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire, l'oubli du sujet. C'est-à-dire que on oublie de faire l'expérience sur soi de ce dont on parle aux autres, dont on veut faire la leçon aux autres. Ça, c'est la pseudo-psychanalyse, c'est celle qui court les rues, on peut dire, hein, les plaques des rues, et puis les publications, etc., des tas de psychanalystes qui font la leçon à tout le monde, ils s'appellent psychanalystes. Ils ne sont tout simplement pas psychanalystes, sinon ils ne pourraient pas dire ça, ils ne pourraient pas parler comme ça, ils ne seraient pas tombés dans la psyop Covid, ils ne seraient pas passés par tous les errements là, puisque la psychanalyse c'est quelque chose qui permet d'apprendre à lire. Vous êtes obligé d'apprendre à lire. Apprendre à lire et apprendre à parler sont corrélatifs. Donc être parlant, c'est apprendre à lire et savoir que c'est long d'apprendre à lire et qu'il s'agit de s'y mettre soi-même
dans sa propre expérience et d'arriver à la dire sur le divan. Il y a des analysants, au bout d'un moment, sur le divan, au lieu de dire la vérité des associations, ils racontent le fil de leur vie, comme ça, et ils croient qu'ils vont duper leur analyste. Alors bien sûr, quand l'analyse n'en est pas un, ça peut durer 30 ans, et puis la duperie, elle est de l'autre côté. C'est l'analyste qui dupe l'analysant, parce qu'il n'en est pas un lui, et c'est juste donc une sorte de psychothérapie, une sorte de sparadrap, d'orthopédie sociale, ce qui est le contraire de la psychanalyse, puisque la psychanalyse n'est pas du tout une orthopédie sociale, c'est le contraire. C'est-à-dire une forme de suicide social, pas au sens de ne plus faire partie de la société, non, c'est pas ça. C'est plutôt au sens de je fais partie de cette société, mais d'abord, c'est pas que j'y suis un étranger, que je m'y sente comme un étranger, c'est qu'il y a d'abord un étranger en moi. Donc qu'est-ce que j'ai à voir d'abord avec cet étranger en moi, qui est, donc, depuis Saint-Augustin, on le sait, le plus extime, c'est un néologisme de Lacan, le plus intime à nous-mêmes, qui est aussi le plus extime, c'est-à-dire la parole elle-même. La parole n'est pas de ce monde. On l'a vu la dernière fois avec le parallèle que j'ai essayé de mettre en place entre la notion de vérité, la parole vivante, en tant qu'elle ravive ce bois mort qu'est la lettre morte de la loi juive par l'intermédiaire du Christ, et c'est le cas de le dire, c'est la manière dont le Christ lui-même considère son corps comme une parole. Quand on vous dit prenez et mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang, et que l'Eucharistie, c'est pas une image, c'est pas une métaphore, ça veut dire vous devez manger la parole, vous devez manger la loi parce qu'elle est déjà à l'intérieur de vous, vous l'avez ingérée, vous n'en savez rien, maintenant vous devez la digérer. C'est-à-dire que vous devez comprendre que la loi est déjà à l'intérieur de vous et que la loi et l'amour, c'est tout simplement la même chose. Hein. C'est ce que découvre Lacan. Hein. Lui, il parle d'abord de désir refoulé, mais après nous verrons que ça a quelque chose à voir avec cet amour agapé qui est de l'ordre du transfert et qui est donc du côté de l'analyste, contrairement à ce qu'on croit. Les analysants, ils se pensent tous sous transfert parce que ils veulent coucher avec leur analyste, mais ça c'est qu'un effet secondaire qui est absolument insignifiant en vérité. Ce qui compte, c'est la pratique de la parole, en tant que la parole est amour, dès qu'elle tend vers la vérité qui ne peut pas être dite toute, qui ne peut être que mi-dite, mais il n'empêche que elle doit être dite. Donc, la visée, on revient sur Hegel qui vise avec son désir un objet. Nous savons que c'est pas que le sujet vise un objet, c'est que l'objet qui est déjà ce trou-là permet de définir où est le sujet. Vous vous souvenez, c'est le fantasme en tant qu'il est la condition d'entrée du sujet dans le réel. Donc le fantasme, c'est cet objet petit a qui contient déjà in nuce, dans son noyau même, la possibilité du sujet. Donc c'est l'objet qui appelle le sujet à se révéler. Et c'est pour ça que Lacan n'hésite pas à dire « au début était le verbe », tout simplement on peut le dire « au début était le trait unaire ». C'est quand même fort, c'est reprendre Saint Jean. Au début était le verbe et remplacer par « au début le trait unaire » et s'imaginer cet homme préhistorique en train de faire une encoche sur une corne d'antilope et de dire, ben voilà, au début était ça. Donc ça veut dire, au début était le monde. Oui. Mais est-ce qu'on peut en conclure ça directement ? Laissons, comme on dit dans le discours analytique, les choses en suspension, c'est-à-dire dans l'indécidabilité. Parce que il aura fallu au préalable qu'il soit déjà un sujet de la parole pour qu'il se passe ça. Sinon, il ne se poserait pas la question de à quelle chasse j'ai fait ci ou j'ai fait ça, etc. C'est déjà parce qu'il est travaillé par la parole qu'il est obligé de faire ça. Mais on pose, disons, l'origine à l'extérieur. C'est ça, je vous rappelle, qui pose un peu problème parce que il y a un extérieur, mais il n'est pas tout à fait là où on croit.
C'est-à-dire que quand on est dans un système simpliste, là, puis aujourd'hui les choses tendent à simplifier tellement qu'on passe du simplisme à la débilité mentale, donc en s'imaginant être des êtres absolument indépendants de tout, etc. Donc l'abandon de la pensée antique et donc de la cosmologie nous a amenés à nous retrouver coupés du monde. Et du temps de Hegel, il y a quand même un passage là, où justement on peut retrouver cette différence qu'il y a avec la pensée de Lacan sur le désir, c'est que pour Hegel, donc le désir de reconnaissance, c'est toujours le désir de reconnaissance de quelqu'un d'autre, et c'est pour ça que ça échoue. Eh bien, il y a une erreur dans la phénoménologie de l'esprit, et c'est une erreur que seul Lacan relève. Bien sûr, les hegeliens les plus érudits ne peuvent pas y accéder, parce que ce n'est pas une question d'intellect, c'est une question d'y avoir mis sa peau sur le divan pour comprendre que ce n'est pas la même chose d'avoir la reconnaissance d'un semblable, on dirait d'un petit autre, chez Lacan ou chez nous, et donc de la Selbstbewusstsein, c'est-à-dire je veux me faire reconnaître par un autre. Mais pour qu'il me reconnaisse, donc je vais me confronter à lui. Et cette confrontation, qui amène à la dialectique du maître et de l'esclave, va se terminer en échec, puisqu'il y en a un qui va imposer sa force, parce qu'il n'a pas peur de mourir, en quelque sorte, il se confronte à la mort, et l'autre, qui calcule, va se plier, donc se mettre en dessous. Et évidemment, le maître, lui, qui s'est confronté à la mort, ne peut pas être satisfait, puisqu'il ne peut être reconnu que par le même. Or, si c'est un esclave qui le reconnaît, ça ne vaut pas. Un maître ne peut être reconnu que par un autre maître. Donc c'est une impasse. Et évidemment, cette impasse est vraiment très lourde de conséquences qui n'ont pas été dépassées encore aujourd'hui, puisque ce que dit Hegel à ce moment-là, c'est que la position de l'esclave qui va penser à comment se mettre dans la position la plus juste, et qui va réfléchir, qui va développer un savoir-faire pour complaire au maître et finalement arriver à dominer le maître par son savoir-faire. Donc ça c'est le fameux thème du film The Servant de Joseph Losey, qu'il faut revoir absolument, hein, cet aristocrate anglais qui a un valet, Dirk Bogarde, et que à la fin, quand Dirk Bogarde disparaît, il est perdu, il n'a plus son esclave pour faire les choses à sa place, il ne sait rien faire. Comme dans le film qui fait tant rire ma fille, de Louis de Funès, qui dit « Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire !» Ben oui. C'est-à-dire que dès qu'on ne met pas sa propre peau sur le divan, c'est-à-dire qu'on n'expérimente pas les effets de la parole sur soi-même, c'est impossible de s'en sortir. Donc, comme il va y avoir cette confrontation, puisque une reconnaissance du désir ne peut avoir lieu que par une conscience de soi autre, se faire reconnaître par une autre conscience de soi. Alors je vous rappelle, hein, la dialectique commence par chercher quelque chose dans le monde, jusqu'à arriver au désir, c'est-à-dire au savoir absolu en tant qu'accomplissement du désir, et puis il se retourne de manière réflexive chez Hegel, donc, c'est-à-dire se connaître soi-même comme conscience de soi. Et c'est là où il y a cette confrontation avec une autre conscience de soi. La conscience de soi hegelienne, donc, c'est une confrontation, une lutte à mort de pur prestige. Donc, ça veut dire que ça ne se passe pas là, ça se passe vraiment dans le réel. C'est-à-dire que c'est ou moi ou l'autre, je dois tuer l'autre. Et donc ça, nous sommes encore là-dedans. Car c'est très joli de dire que la servitude de l'esclave est grosse de tout l'avenir jusqu'au savoir absolu. Mais politiquement, ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, l'esclave restera esclave. C'est tout de même nécessaire qu'on mette de temps en temps les pieds dans le plat. C'est-à-dire que s'il y a
si le langage a dérapé aussi loin dans la mainmise qu'a un tout petit nombre de crétins absolus dont j'ai déjà parlé, les Bill Gates, les Attalites, vous croyez que ce sont des gens intelligents? On vous les présente comme des élites, comme l'espèce de crevette chauve là, israélienne, je sais plus comment il s'appelle, Harari, qui son homo deus, etc. On vous présente ça comme des gens hyper intelligents, mais ce sont des crétins absolus, mais eux, ils sont du côté de la perversion, c'est-à-dire du côté du refoulement de la société. Donc, ils instrumentalisent la manière dont le langage lui-même met en place les choses pour en tirer des bénéfices et former une petite caste qui s'enrichit sur l'esclavage consenti de ceux qui se sont pliés parce qu'ils ont peur. C'est pour ça que si vous demandez pourquoi on essaye tout le temps de vous faire peur, c'est pas difficile à comprendre. Quand vous avez peur, vous êtes paralysé et vous ne pouvez pas parler. Vous vous dites, je vais essayer de survivre en essayant de m'adapter à telle ou telle situation, etc. Et donc, les informations, on continue, développent sans arrêt la peur, la peur, la peur. C'est le contraire, je vous l'ai dit, de la Bible. Dans la Bible, que ce soit Ancien ou Nouveau Testament, il y a 365 fois, n'ayez pas peur. C'est que la peur, c'est vraiment le premier ennemi à vaincre, et de l'autre côté, pour Aristote, le courage est la première des qualités. Sans courage, il n'y a pas d'autre qualité possible. Les gens sont gentils, blablabla. Non. D'abord, est-ce que tu es courageux? Tu es courageux, ça veut dire que tu es capable de considérer quelque chose, et c'est là où je vais développer un peu tout à l'heure, qui s'appelle andere Schauplatz, c'est-à-dire l'autre scène, comme dit Freud. Ce que découvre Freud, c'est que dans sa Traumdeutung, ce qui se passe là, dans la lutte entre le maître et l'esclave, on peut dire, ça se joue aussi, donc puisque c'est le monde, ça, on est dans le monde, et c'est une scène, le monde. Quand Shakespeare dit le monde est un théâtre, il faut prendre ça au sérieux. C'est un théâtre, c'est une scène, c'est dans la scène du monde que ça se passe, et nous, là, nous croyons, c'est la réalité. Non, parce que il y a une autre scène, andere Schauplatz, c'est ce que Freud découvre avec l'inconscient, c'est-à-dire un lieu où ce qui est représenté là, qui n'est que Vorstellungen, que représentation, est écrit sur l'autre scène. Et cette écriture-là, c'est ça la chaîne des signifiants qui défile. Donc il y a un clivage là. Et ce clivage-là, c'est celui qu'on va retrouver dans la différence qu'il y a chez Lacan et Hegel concernant le désir. Puisque si chez Hegel, le désir, c'est le désir de reconnaissance de l'autre, le même qui me reconnaît moi-même comme conscience de moi, c'est conscience de soi, une reconnaissance mutuelle de conscience de soi. Chez Lacan, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça, et c'est là où je vais lever une autre mécompréhension du travail de Lacan, et notamment ceux qui en rendent compte. Vous pouvez reconnaître pratiquement à coup sûr quelqu'un qui ne comprend rien à Lacan, mais qui fait semblant de s'y connaître, quand il parle du dernier Lacan, du premier Lacan, du Lacan tardif, etc. Comme si Lacan, il avait différentes strates, où là, il s'était trompé, puis il avait corrigé au fur et à mesure, etc. Alors, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas qu'il s'est trompé. C'est que la manière dont se déploie la psychanalyse, c'est exactement la manière dont se déploie une graine, c'est-à-dire une semence, un germen. L'arbre est déjà contenu dans la graine, c'est-à-dire l'arbre adulte, dans toute sa matérialisation, son feuillage, sa densité, sa capacité de reproduction, etc., est déjà contenu dans la petite graine. Et tout Lacan est déjà contenu dans le premier Lacan. Donc il n'y a pas de Lacan tardif ou je ne sais pas quoi, il n'y a que la logique qui lui permet, dans l'authenticité de sa démarche, qui est la même que celle de Freud, dès que ça ne correspond pas à la clinique ou à l'expérience, il revient et il dit j'ai dû faire une erreur dans la formulation, donc je l'ai formulé comme ça. Par exemple, il parle d'aliénation jusqu'à un certain point. À un moment, il n'en parle plus. Il va le présenter différemment sous un autre angle. Parce que ça fait partie du travail d'honnêteté intellectuelle et de logique de mettre en place
une vérification dans le réel, c'est-à-dire dans la clinique, de effectivement les points qu'a soulevé Freud et qui très souvent, on l'a déjà vu, sont mal traduits dans un premier temps, mais aussi et surtout sont déjà mal transcrits par l'éditeur de Freud lui-même. Donc c'est très difficile de s'y retrouver dans le langage et il convient donc, comme vous l'avez vu, de retraverser et de voir un peu comment ça se passe là, où va se retrouver cette différence donc dans l'approche de Lacan. Et on reproche à Lacan, d'une certaine manière, on lui dit mais au départ quand même, vous parlez bien de stade du miroir avec une identification trompeuse. Alors vous vous souvenez le schéma du stade du miroir, avec le miroir concave, le moi, le sujet, l'autre, etc. Et donc il faut penser là, il faut penser expérimentation dans le réel par rapport à cette identification au moi qui est la plus trompeuse et qui perdure le plus longtemps dans la cure et qui lui fait dire dans la troisième « Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont à être si attachés à leur image ?» Et ça, on le rencontre tout le temps dans la cure. Et les analysants, avant de se détacher de leur image, il faut un paquet, surtout les hommes, les hommes obsessionnels, c'est vraiment très très rude de les sortir. Ils sont tellement dans l'image d'eux-mêmes, et c'est ce premier stade d'identification. Alors pourquoi il est aussi fort, ce stade d'identification ? Parce que il s'agit de revenir sur les textes originaux, et aussi, quand on a des enfants, on s'aperçoit de ça, et puis on peut revenir à sa propre expérimentation. C'est-à-dire que la manière dont un enfant se conçoit, dont il se perçoit, lui-même, c'est comme quelque chose de morcelé, divisé. Il n'est pas un, il a du mal à contrôler ses propres membres, en tout cas au début, il peut rien faire, et puis au fur et à mesure, il se sent impuissant et il n'a pas une idée de lui-même comme quelque chose qui se tient debout tout seul. Il est morcelé, il est divisé, il ne fait pas unité, il ne fait pas un. Et la première fois qu'il va se voir dans le miroir, il comprend que c'est lui. Et là, il se voit dans une perfection. L'image est parfaite. C'est-à-dire que ça lui donne l'idée de son unité, ou c'est pour ça que je préfère parler de Vierge à l'enfant que de stade du miroir, parce que dans la Vierge à l'enfant, vous l'avez, on en a parlé notamment dans Léonard de Vinci avec Sainte-Anne, l'enfant, il est aussi dans cette reconnaissance du désir de reconnaissance. Parce que, d'abord, c'est jubilatoire, dit Freud, et Lacan le reprend. C'est-à-dire, se voir dans le miroir, c'est se voir en prématuration. Il anticipe sur ce qu'il peut devenir, que lui, à l'intérieur de lui, il se sent en vrac, mais à l'extérieur, ah ouais, il présente aussi bien que ça. Il est unifié. Et cette unification, il se tourne vers l'autre, donc la mère, ou la Vierge à l'enfant, ou n'importe qui d'autre, qui lui certifie par un hochement de tête, ben oui, c'est bien toi que tu es en train de voir. Là, la jubilation est extrême, parce que c'est ce que Lacan appelle dans la troisième la prématuration de Bolk, c'est-à-dire qu'il s'imagine déjà être à un stade avancé d'unification de ses pulsions, qui ne sont plus morcelées, qui ne l'envoient pas un coup à pleurer, à dormir, à avoir faim, à ne plus avoir faim, enfin, à ne pas savoir qui il est, ni ce qu'il fait là, etc., ni son impossibilité à avoir une relation avec quelqu'un d'autre, à part une identification comme ça, extatique à la mère. Là, d'un seul coup, il a la promesse, comme dans Romain Gary, la promesse de l'aube, c'est-à-dire une promesse qu'un jour il sera un homme. Voilà, parce que homme, c'est une promesse. Nous ne sommes pas encore hommes, nous sommes appelés à devenir des hommes. Nous avons la potentialité de devenir des hommes si nous acceptons la détermination essentielle qui fait de nous des hommes et qui s'appelle être des porteurs de langage.
porteurs de la parole, donc ça veut dire prendre à notre compte la parole, cette parole vivante, là dont je parlais au dernier séminaire. Là, il y a une possibilité que nous nous acheminions vers la bonne route, c'est-à-dire celle de devenir homme. Mais sinon, nous restons Untermenschen, comme disent les Allemands, infra-humains. C'est-à-dire devenir homme, c'est pas rien, c'est pas donné. Ça demande un effort, c'est un effort qui nous est demandé, et cet effort-là passe par la mise à l'épreuve de notre propre expérience de parole. Donc si il n'y a pas cette chose qui est engagée là, notamment sur le divan avec un vrai psychanalyste, il y en a, hein, je vous rassure, j'en connais. Donc c'est pas de la psychanalyse, et il n'y a pas d'homme là, il y a juste du blabla et du business, c'est-à-dire du discours dominant. Donc, je reviens à mon propos. Cette reconnaissance du désir, l'enfant qui se reconnaît, qui désire être comme ça, désir de reconnaissance de l'autre, l'adulte qui est à la fois petit autre et grand autre, puisqu'il est insemblable, c'est-à-dire une conscience de soi, hegelienne, mais il est aussi, c'est toute la différence, le porteur du système symbolique, du grand autre. Les paroles viennent à l'origine de là. C'est-à-dire que c'est d'abord, il entend parler sa mère, l'enfant. Et il dit, mais c'est de là que vient la parole. Et petit à petit, il va imiter la parole, et puis il va déployer les possibilités d'entendre et de dire, il va développer son propre langage. Moi, j'ai noté toutes les manières dont Gabriel reconnaissait les choses et les exprimait dans sa langue à lui, avant d'accepter le français. Donc, j'ai vu la manière dont ça se passait. J'ai observé à la manière dont Freud recommande d'observer, hein, puisque je vous rappelle qu'il dit, si on avait pris la peine d'observer les enfants, je n'aurais pas eu à écrire tous ces livres. Donc, une reconnaissance là qui a lieu, mais à la différence de la reconnaissance chez Hegel qui donne au final, dans la confrontation entre le maître et l'esclave, une lutte à mort de pur prestige qui doit toujours aboutir à la destruction de l'un par l'autre, ou à la soumission. Et donc, quand on dit que ça va loin, quand je dis que ça va loin à la suite de Lacan, hein, c'est que, bien sûr que Marx s'est engouffré là-dedans, puisque Hegel lui-même dit que l'esclave, finalement, sous les apparences opposées, est celui qui va aller le plus loin, parce qu'il va être obligé de déployer un savoir-faire, et donc l'avenir, selon lui, est gros de promesses pour l'esclave. Mais non, malheureusement ou heureusement, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce n'est pas ça. C'est que quand il dit ça, un peu comme Marx qui donne son discours aux capitalistes, Hegel, là, rend les esclaves à l'infini. C'est-à-dire qu'ils vont rester esclaves à l'infini. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sortir de leur dimension d'esclavage parce qu'ils sont confinés et confortés dans leur peur. Alors, quelle est la différence avec Lacan ? Eh bien, nous l'avons déjà vu, je vous renvoie au séminaire précédent qu'il s'agit de réécouter avec attention, c'est-à-dire que ce miroir-là, dans le stade du miroir, c'est le grand autre lui-même. Donc, l'autre, en tant que lieu du langage, cette extimité, cette parole en tant qu'elle est supra-humaine, au-delà de l'homme, c'est ce qui nous fait homme, parce qu'elle est déjà à l'intérieur de nous et qu'elle a colonisé tout notre corps. Cette ligne-là, qui est une ligne verticale, donc la ligne des ordonnées, en 2 mots, par rapport à l'abscisse, ça nous permet de mettre en dialectique, justement, la pensée dite analytique avec la pensée dialectique. Donc la pensée à l'analytique, par exemple, vous avez le moi idéal, l'identification, etc. C'est-à-dire considérer le monde non pas comme une scène où se joue quelque chose qui se joue déjà ailleurs, mais comme le lieu contingent de l'incarnation de l'homme.
Donc là, on est dans le mimétisme, en quelque sorte, dans le faites comme moi, mais ne m'imitez pas. Miller imite le ton même de Lacan, mais il n'a pas fait comme lui, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris à la psychanalyse. Il fait que se faire passer pour le chef d'une école de psychanalyse, mais c'est tellement évident qu'il n'a strictement rien compris au noyau de la psychanalyse qui se déploie comme un arbre, parce qu'à aucun moment il n'est là-dedans. Et donc tous ses suiveurs, bien sûr, non plus, et ses copieurs encore moins, c'est-à-dire Solaire, etc., toutes ces écoles-là. Donc il s'agit de revenir à la différence entre la dialectique, qui est du côté des abscisses, et l'analytique, qui est du côté des ordonnées. Ça fait drôle de dire désordonné, parce qu'il équivoque aussi, mais il y a aussi une sorte de désordre, parce que, bien sûr, il y a toujours un petit reste. C'est impossible d'atteindre le savoir absolu parce que il y a toujours ce reste-là. Ce reste-là, nous l'avons vu dans le séminaire précédent, s'appelle le grain de sable de l'énonciation. Quelque chose qui coince et qui est le bout de réel qui fait que ça ne correspond jamais. Et ça ne pourra jamais correspondre puisque si ça correspondait, il n'y aurait pas besoin de nous. S'il y avait une moindre correspondance, on serait là en pur avatar de la machine. Ce que la machine essaye de mettre en place, la fabrique. Bruegel y a écrit la fabrique des crétins, on peut dire la fabrique des esclaves. C'est quand vous apprenez maintenant, même dès la maternelle, dès l'école, etc., vous n'apprenez rien d'autre qu'à devenir un bon esclave de ceux qui ne pensent qu'à s'enrichir et qui ont fait du symbole des symboles, l'argent, leur dieu. Donc il n'y a pas d'autre dieu pour eux que l'argent en tant qu'il permet d'avoir un pouvoir matériel sur Terre, c'est-à-dire d'organiser une armée, de faire du marketing comme ils font, avec une espèce de propagande nourrie à coups de milliards. Vous vous rendez compte, pour vous faire croire qu'à la psyop Covid, le nombre de milliards qui a été investi, mais ce sont des investissements, ça rapporte, et ça a rapporté encore plus de milliards, bien sûr, à ceux qui l'ont fait. Et donc ils sont dans une fuite sans fin, parce que justement, il n'y a pas de Dieu pour eux, autre que l'argent. Dieu, ici, bien sûr, il faut l'entendre nettoyé de toutes ces excroissances imaginaires, sa mousse religieuse, tous ces trucs un peu clinquants et imaginaires. Il faut l'entendre vraiment comme le dire, comme la possibilité pour l'homme de rejoindre, justement, ce que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire se dire, cette tension vers le dire authentique que représente l'avènement christique, qui est venu pour ça. Et c'est pour ça que je prétends, et je le redis à chaque fois, que Freud a fait le même geste que le Christ, pardon. Il rentre dans la même logique de sauver le dire de son engloutissement, de son envahissement, de sa fusion avec un symbole qui n'est plus de l'ordre d'un progrès humain. Alors là, je fais une petite aparté. Le progrès humain, il peut y avoir de progrès. Hein, là, il y a les progressistes. Là, tout le monde est progressiste. Mais c'est juste qu'ils sont illettrés et débiles. Parce que le progressisme, c'est justement pas le progrès. Le progrès ne fonctionne que sur le plan de la parole et du langage. Il n'y a de progrès pour l'homme que sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le plan symbolique. Or là, l'extension infinie du numérique, c'est analytique, c'est pas du tout dialectique. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une adaptation permanente et il n'y a pas de progrès au sens technologique pour l'homme. Il y a un progrès technologique qui rapporte de l'argent, des milliards, etc. à certaines personnes. Certainement, pour eux, c'est un progrès dans leur accumulation de moyens financiers et matériels. Mais il n'y a pas de progrès pour l'homme, parce que le progrès pour l'homme, justement, n'est pas numérique. Et vous savez que le principe du numérique, c'est de couper quelque chose dans des morceaux assez petits pour pouvoir les recomposer de manière infinie. Or, les appareils, comme celui avec lequel je suis filmé en ce moment, c'est un appareil numérique. Auparavant, c'était un appareil qu'on appelait analogique. C'est-à-dire l'analogique, ça veut dire qu'il y a un saut
entre un registre et un autre registre. Et, par exemple, transformer une image en son, ou un son en image, comme quand je donnais à mes étudiants le fait d'entendre une musique et d'essayer d'en faire un graphisme. Là, il y a un progrès, parce que nous sommes obligés de passer par le langage. Et il n'y a un progrès pour l'homme qu'à partir du moment où ça passe par le langage, donc ça passe par ses capacités de penser, de se représenter, et aussi d'aller vers l'abstraction de l'image avec un begriffe, un concept qui lui permet de dire quelque chose, qui peut être tout simplement racine de 2. À partir du moment où racine de 2, l'idée de pouvoir imaginer cette racine de 2, je ne parle même pas de racine de -1, parce que là on est déjà dans une extension mathématique intéressante, certes, mais racine de 2, ça va faire un grand progrès à l'humanité, mais pas tant sur le plan technologique, qui n'est pas non plus totalement à négliger, mais surtout sur le plan symbolique. Eh bien, ce progrès, le vrai progrès, ne fonctionne que par saut. Pas de manière linéaire, numérique, avec juste une extension des moyens techniques qui vont permettre d'aller toujours plus petit, toujours plus recomposé à l'infini. C'est un saut. Dès qu'il y a un saut, il y a le passage d'un vide. Et donc, le passage du vide, c'est le passage de l'expérience sensorielle, par exemple, à la parole. C'est-à-dire amener l'instant présent du monde à la parole, ça, c'est ce qui réclame un saut. C'est la même chose dès que nous parlons du saut de la foi. C'est que c'est pas quelque chose qui s'apprend, qui va se conquérir par une espèce de travail permanent dans le même sens. À un moment, il faut aller dans l'arène. Il faut sauter. Voilà. Il faut y aller. Mais ça ne se décide pas comme ça. Ça ne se décide pas comme... on y pense d'abord et après on le fait. C'est la pensée qui est déjà dans notre corps qui nous force à faire les choses. Et là, notre travail est de retrouver le sens de la parole, d'amener ce qui se sera fait comme un acte de parole dans la parole au sens audio-vocal, c'est-à-dire la possibilité pour le sujet d'amener l'instant présent du monde à la parole et ce faisant découvrir à quel point sa propre existence ne tient à pratiquement rien d'autre que sa capacité de se confronter à ce vide qui, justement, détermine la manière dont Lacan aborde l'angoisse de manière tout à fait différente à celle de Freud. Et bien sûr des philosophes qui l'ont précédé, bien que Kierkegaard, il faut le reconnaître, soit arrivé très près. D'ailleurs, Lacan adore Kierkegaard. Je vous rappelle que Vie et règne de l'amour, c'est vraiment, sans parler de l'angoisse ou de la répétition, ce sont des livres qui sont vraiment en précession de l'approche psychanalytique, puisque par la critique qu'il fait de Hegel, il arrive à répondre à l'impasse hegelienne qui comporte, comme je vous l'ai dit, cette erreur de base, cette erreur de ne pas considérer, parce qu'il ne peut pas le faire à ce moment-là, die andere Schauplatz, c'est-à-dire l'autre scène, là où les choses se décident réellement, c'est-à-dire au plan de la parole, là où fonctionne la chaîne des signifiants, là-haut, qui va dans ce sens-là, alors que tout le discours courant va dans l'autre sens, et que le sens pour nous ne vient qu'après coup, parce que, évidemment, la temporalisation du signifiant, la performativité rétroactive du signifiant, c'est de faire revenir le sens après coup. Donc nous avons chez Lacan une petite cheville, on peut le dire, puisque c'est le mot qu'il emploie. La cheville, il l'emploie 2 ou 3 fois dans... Je ne sais plus si c'est dans l'identification ou l'angoisse, mais enfin peu importe. D'abord, il parle de cette notion de colère comme affect, parce qu'il différencie l'angoisse de tous les autres affects. L'angoisse comme
l'affect qui ne trompe pas. L'affect qui ne trompe pas parce que, on va le voir, parce que justement, il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas y avoir tromperie là. Tous les affects sont trompeurs. Donc quand on vous dit, oui, ce qui compte, c'est l'émotion, etc., tout ça, vous êtes sûr d'avoir affaire au discours dominant, c'est-à-dire, en gros, à de la bouse. Hein, ça vaut rien. Sur le plan, disons, de chacun, à moins de continuer à vouloir nager dans la bouse et les images et de croire que c'est là que la vie se passe, ça vaut rien du tout. C'est seulement par l'affect qui ne trompe pas, c'est-à-dire l'angoisse qui nous permet de surgir de notre propre bêtise, que nous pouvons accéder à quelque chose de l'ordre de cette parole. Alors ces chevilles-là, c'est, en citant Péguy, la colère. Il cite l'angoisse de colère. Ça me parle beaucoup, parce que j'ai une colère qui est contenue. De temps en temps, on voit qu'elle pourrait s'exprimer, et j'ai des capacités de violence importantes. Donc, j'essaie de canaliser par la parole, parce que la parole elle-même est le lieu de la violence même. Donc, c'est pour ça, tout le monde est absolument inversé. Hein. C'est la parole elle-même qu'il faut retourner contre elle-même. C'est là où doit être canalisée notre violence. C'est pour ça que c'est pas la peine d'aller se battre physiquement contre le maître, contre l'esclave, puisque ça doit se passer par notre confrontation d'abord à l'autre en tant que le grand autre, dont nous ne savons pas ce qu'il veut de nous. C'est ça la différence entre Lacan et Hegel. C'est que autant le petit autre, donc la conscience de soi qui reconnaît l'autre conscience de soi ou ne la reconnaît pas dans cette lutte à mort de pur prestige, chez Lacan, non, c'est pas une conscience de soi, c'est une inconscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience de l'autre. L'autre lui-même est barré. Ce qu'il appelle abarré, c'est que l'autre lui-même est troué. C'est-à-dire le lieu même du langage est troué. Donc c'est impossible d'atteindre à la fin des fins le fin mot de l'histoire. Impossible, définitivement, puisqu'il a un trou. Ce trou, ça s'appelle le phallus, ou dans le désir, l'objet petit a, en tant que dans la formule du fantasme, il est petit a, coupure du sujet. Donc il représente la coupure interne du sujet qui appelle le sujet lui-même à se reconnaître dans les objets du monde. Donc c'est impossible, bien sûr, ça ne se résoudra jamais, et la société elle-même est déjà perdue d'avance, puisque elle est notre propre refoulement. Donc c'est pas là que ça se joue pour chacun avec l'ordre de ses représentations. Et je reviens à la colère, parce que je ne perds pas quand même de vue ce que je suis en train de vous déployer, c'est que la colère, comme dit Lacan, c'est quand, reprenant la formule de Péguy, les petites chevilles ne rentrent pas dans les petits trous. Hein, vous imaginez, vous êtes en train de placer un tableau, de faire un trou dans le mur, et puis la petite cheville ne rentre pas dans le petit trou. Ça met en colère. Mais ça, il faut le prendre sur un plan, bien sûr, de Landereux Schauplatz. Ce qui est en jeu, là, c'est que vous appliquez à faire bien les choses, à essayer de les faire bien, à être honnête avec vous-même, et vous avez en face de vous affaire à une malhonnêteté. C'est-à-dire la mauvaise foi, le fait de ne pas jouer le jeu, hein, les gens qui ne jouent pas le jeu des discours, les canailles là qui veulent s'emparer de la jouissance sans jamais jouer le jeu des discours dont elle s'ordonne. Je vous rappelle que la psychanalyse, il n'y a de psychanalyse qu'à partir du discours dont elle s'ordonne. Donc si le psychanalyste, lui, n'est pas lui-même au service du discours de l'analyste, c'est pas de psychanalyse dont il s'agit, hein. Il y a une ordonnance, un ordonnancement des discours. Hein. Je ne vais pas vous refaire les discours, j'ai fait déjà 10 fois, mais il s'agit d'y revenir à chaque fois que le discours, c'est quand même la structure à partir de laquelle nous pouvons nous rendre compte que ce grand autre-là est troué, puisque ça change sans arrêt de place, mais le trou demeure, et ce trou-là, c'est le contour de l'objet petit a, c'est-à-dire la manière dont
le sujet va être appelé à désirer quelque chose, non pas parce qu'il le trouve beau, comme dit Spinoza, mais le fait qu'il le désire parce qu'il s'y voit lui-même dedans. Hein, c'est le petit schéma avec la forme montagneuse et la base bleue, et elle n'y est plus. C'est-à-dire on voit quelque chose dans le monde, on s'y voit soi, c'est soi qu'on voit dans le monde. Et donc à ce moment-là, ça devient un objet de désir qui perd sa capacité d'objet de désir, mais il persiste en tant qu'objet. Et donc là, vous avez le rapport du fait que le petit a contient en lui-même le sujet. C'est-à-dire le sujet, et il est déjà dans la chasse de l'antilope sur laquelle le Magdalénien met son encoche. C'est-à-dire que il y a déjà un monde, mais parce qu'il y a déjà le langage, mais c'est à partir du monde qu'il peut remonter jusqu'au langage. C'est ça, le nartrag freudien qu'on retrouve partout. C'est un après-coup. Nous ne pouvons découvrir ça qu'après coup, parce que nous aurons fait l'expérience de ça. Et là, ça ne trompe pas. C'est ça l'ordre de l'expérience aussi de la foi. Le christianisme, comme j'ai essayé de vous le dire la dernière fois, c'est pas une histoire de prosélytisme de religieux, d'évangélisation des peuples, etc. Si ça devient comme les autres religions, c'est-à-dire un système où il faut obéir à des commandements extérieurs pour se retrouver reconnu par l'autre pseudo-conscience de soi comme un croyant, ça sert à rien. C'est exactement la même chose que rien. Donc la foi, c'est quand vous avez la foi de trouver en vous la possibilité de vous appuyer sur votre propre parole. C'est-à-dire de ne tenir plus que sur votre énonciation. Cette énonciation-là ne nie pas les autres énonciations, mais elle se met en retrait par rapport au bruit et à la fureur du monde. Et donc là, il y a une possibilité, effectivement, d'accéder à un christianisme qui n'est pas un prosélytisme, mais qui est issu d'une rencontre. C'est une rencontre qui fait ça. C'est une rencontre qui va rendre les gens aptes à entendre que la psychanalyse est la forme moderne de la foi, qui a effectivement quelque chose à voir avec le christianisme authentique tel que j'en ai parlé la dernière fois, après la Semaine Sainte. Et pourquoi ça ? Parce que si vous reprenez le séminaire où je vous parle du cross-cap, vous allez voir que ce pli intérieur, là, c'est-à-dire la loi qui est déjà en nous sous la forme de loi du langage. Donc, je vous rappelle quand même l'axiome de base, c'est le désir fait la loi au sujet. C'est notre désir, c'est-à-dire c'est notre désir et le désir et la loi, c'est la même chose, comme dit Lacan. Le désir fait la loi au sujet, le langage fait la loi du désir. Donc, il s'agit toujours de loi du langage, même dans les commandements de l'Ancien Testament, tu ne tueras pas, blablabla, ce sont des lois du langage dont il s'agit. Donc, c'est dans la confrontation du sujet au langage par sa parole, dans les conditions réelles où il s'éprouve dans la vérité, que peut avoir lieu quelque chose pour lui de l'ordre de la reconduction de son désir originel, de ce qu'il a amené là, de ce qu'il a amené à accepter de naître et de survivre pendant tant d'années à autant de bêtises environnantes. Donc il y a une possibilité pour le sujet de retrouver chacun à sa mesure. C'est là où il n'y a aucune, en vraie analyse, il n'y a aucune concurrence entre les sujets. Ça, c'est le discours dominant qui vous fait croire que vous êtes en concurrence les uns avec les autres. Si vous n'y allez pas, c'est un autre qui va prendre la place. Ça n'existe pas, ça. Dans le réel, c'est pas du tout ça. Vous êtes vous-même seul avec votre objet petit a, et en fonction du rapport que vous avez avec l'autre, en tant qu'il est troué, parce que ça veut dire que vous êtes arrivé jusqu'à la castration, hein, ce qui est rarement le cas. Quand vous écoutez les pseudo-psychanalystes, y compris ceux qui se présentent comme des grands connaisseurs, etc., vous voyez qu'ils ne sont pas du tout dans la castration, ils n'ont même pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que l'autre lui-même est troué. Il n'y a aucune garantie de rien sur Terre. Vous devez trouver, dans votre propre rapport de sujet à la parole, la garantie suffisante pour faire
un pas de plus vers votre destin. C'est ça la parole en tant qu'elle est, une parole vraie, une parole qui n'est pas une parole creuse, qui est une parole vivante, celle qui est capable de revivifier la mort en nous et de prendre notre vie sur la mort, puisque c'est comme ça que se prend la vie sur la mort. Donc la lutte à mort de Pur Prestige de Hegel, c'est très beau sur le plan, disons, imaginaire, mais c'est trop imaginaire. C'est-à-dire que le réel, c'est pas une conscience de soi que nous avons en face, c'est l'autre en tant qu'autre. C'est-à-dire sa radicale altérité d'être un lieu, le lieu des signifiants, qui de plus est troué. C'est-à-dire qu'il n'est pas complet. Lui-même ne sait pas. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Dieu est ignorant? Il y a un philosophe qui a dit ça. Celui qui s'est jeté dans le volcan. Lui, il dit, Dieu est le plus ignorant de tous les ignorants. Ça remonte à loin, mais c'est une thèse qui n'est pas si inintéressante que ça, parce que ça nous permet de sortir de l'imitatio, c'est-à-dire imitatio Christi. Vous savez que ça a été, depuis l'histoire du christianisme, un des critères, disons, de reconnaissance de la foi. C'est pas ça la foi, c'est pas imitation. C'est faites comme moi, ne m'imitez pas. Ça dit bien ce que ça veut dire. Lacan avait compris très bien cette chose-là. C'est-à-dire que ça n'a rien d'imiter. Il s'agit de faire comme. Faire comme, ça veut dire passer par les signifiants. C'est-à-dire voir par quel signifiant lui est passé et Freud est passé. Et ça, c'est très intéressant, parce que vous allez voir que les deux, là, ils avaient absolument tout lu, mais d'une manière, c'est pas la lecture universitaire, c'est pas commentaire de texte lénifiant, c'est des connexions que vous ne soupçonnez pas, parce que c'est juste un petit écart de langage qui permet de voir comment fonctionnent les systèmes linguistiques, à l'intérieur desquels donc se glisse ce grain de sable de l'énonciation qui va faire toute la différence entre un sujet et un autre. Et là, c'est ce qui s'entend, bien sûr, en permanence sur le divan. Je vous prie de vous donner la peine, avec cette introduction que je vous y donne, de relire l'article sur l'Unheimlich. C'est un article que je n'ai jamais entendu commenter, jamais entendu commenter, et dont personne ne semble même s'apercevoir qu'il est la cheville absolument indispensable pour aborder la question de l'angoisse. Pourquoi l'angoisse est-elle cet affect qui ne trompe pas? Eh bien, l'occasion, là, nous est donnée de revenir sur cette petite cheville. Évidemment, là, le terme de cheville, c'est que Lacan l'emploie pour dire que le texte freudien Unheimlichkeit, c'est-à-dire l'inquiétante étrangeté, est une cheville pour comprendre l'angoisse. Pourquoi? Parce que justement, dans l'angoisse réelle, le manque du manque, ça veut dire le manque du symbolique, c'est que l'imaginaire qui a toujours tort n'y est plus, le symbolique qui est menteur n'y est pas, et donc reste seulement le réel en tant qu'il est un objet qui ne devrait pas être là. C'est ça l'inquiétante étrangeté telle que la révèle Freud dans son essai. Le réel seul dit la vérité, mais le réel ne peut pas parler. C'est pour cette raison qu'il s'exprime sous la forme de cette Unheimlichkeit, cette inquiétante étrangeté d'un objet comme un bras coupé, un œil qui pend, quelque chose qui est là où il ne devrait pas être. C'est ainsi que Lacan relie et articule enfin l'angoisse à la castration symbolique grâce à l'Unheimlichkeit de Freud, en faisant en sorte que la peur ne soit pas celle d'une mutilation réelle, comme on peut la voir dans le texte de Freud sur l'analyse de Sandmann, de Hoffmann, qui menace l'arrachement des yeux des enfants, mais à la place d'une mutilation réelle, s'établit le rapport du sujet à la perte constitutive qui fonde le désir. Son manque devient alors constitutif. Et c'est pour ça que l'angoisse, c'est le manque du manque. Le manque, c'est le symbolique lui-même. Je vous rappelle que la castration, c'est le manque
symbolique d'un objet imaginaire dont l'agent est le père réel. Au dernier séminaire,